Mes chers compatriotes, j'ai jugé important de m'adresser à vous chaque fois que nécessité se fera sentir, et ce lundi matin, j'éprouve particulièrement le besoin de m'adresser à vous, de vous parler à nouveau du Cameroun, parce que ça devrait être une habitude de parler de notre pays. C'est notre combat au quotidien. C'est notre histoire, c'est notre identité, c'est notre horizon, c'est ce qui nous protège et qui nous donne à vous comme à moi, à mes enfants, aux vôtres, un avenir. C'est une nécessité et les autres voudraient réduire cette nécessité en paille de misère parce que justement ils ne jugent jamais bon de parler du Cameroun. Ils veulent nous enfermer dans les arrestations, dans le cinéma que renferment ces arrestations et ces fuites. Mais nous restons fixés sur notre pays. Ceux qui estiment que c'est toujours trop de parler du Cameroun ou c'est toujours tard de parler du Cameroun, ils se trompent et ils le verront dans les jours à venir. Ils se sont habitués à cette tactique et nous devons renverser ces paradigmes-là pour remettre le Cameroun au centre de tout. Il est tellement plus simple de ne jamais expliquer à la population où on veut aller, ou ce qu'on veut faire, où on veut la conduire. Nos peuples ont besoin d'autre chose parce que c'est important de savoir que l'horizon peut s'ouvrir. Il est tellement plus confortable de discuter à longueur de journée des choses inutiles qui n'intéressent personne, sans savoir exactement où nous allons. C'est toujours un peu trop pour ceux qui pensent avoir toujours raison, surtout le monde, même quand de paisibles pères de famille sont réveillés dans la nuit par des bruits de bottes, comme Maître Sim, qui a été agressé hier alors qu'il arrivait chez lui et qu'il sortait d'une réunion de famille. Voilà, on voit des pères de famille comme le président du conseil d'administration du GCI Board qui a été enlevé et puis bastonné et puis présenté, envoyé. On a vu sa nudité se balader sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui la nouvelle arme de destruction massive dans notre pays. Chacun s'est donc habitué à ne plus rien dire, ou alors on veut nous amener à ne plus penser, à ne plus vouloir, et on veut nous faire croire que c'est une tactique, mais non, c'est un emprisonnement. L'expérience montre que cela ne conduit véritablement à rien. Le gouvernement a raison et les revendications sécessionnistes sont fondées, disent les uns et les autres, mais en réalité, mes chers concitoyens, qui est-ce qui s'intéresse à ce qui est là au milieu? Est-ce que ceux qui ne se prononcent pas n'ont rien à dire? Ce n'est pas vrai. Ils ont beaucoup de choses à dire. Et nous devons nous intéresser à ceux qui sont là au milieu, entre ce gouvernement qui croit tout savoir et les sécessionnistes qui disent il faut qu'on s'en aille. Il faut qu'il y ait là un groupe au milieu, qu'il y ait quelqu'un qui entende cette parole-là. Vous parlez à vous, mes chers concitoyens, c'est par le canal de la télévision, même si c'est une web TV, pour moi, ça a un sens. Pourquoi? Ça a un sens. Je suis sensible à la capacité de cet outil à aller porter mon message au plus loin dans vos foyers, au même titre et de la même manière que le font les séries brésiliennes dont on nous inonde tous les jours et à toutes les heures, comme pour tuer en nous toute volonté de nous réveiller. Je suis persuadé que nous pouvons faire de cet outil dans les semaines, les mois à venir, ce que ces inventeurs n'avaient même pas imaginé qu'on en fasse en Afrique et au Cameroun en particulier. C'est-à-dire un prodigieux et prestigieux vecteur du message de paix et de construction de notre pays. Nous pouvons faire des réseaux sociaux un instrument de prise en main de notre destin, un outil
par lequel nous construisons notre avenir, non seulement assis sur la paille de notre misère, mais debout, inexorablement debout dans un élan de nous ne voulons plus de ce que nous voyons aujourd'hui dans notre pays. Mes chers concitoyens, ce n'est pas par la violence que le Cameroun existe. Ce n'est pas l'idée que nos pères, que les pères de nos pères, que ceux qui nous ont légué ce pays en héritage se faisaient de lui. Si le Cameroun vit aujourd'hui, c'est de l'idée que nous, fils et filles de notre pays, nous faisons de lui idée et réalité. Une idée dont la vigueur a déjà traversé de nombreux siècles et si nous nous référons à l'histoire. Le Cameroun, c'est d'abord une idée portée depuis des siècles par des pionniers, des hommes et des femmes optimistes, des visionnaires, et que sans cesse il nous appartient de nous réapproprier. Car les plus belles idées, celles qui nous font avancer, qui améliorent le sort des hommes et des femmes, sont toujours fragiles. Donc il faut les transporter comme un vase d'argile. Et le Cameroun ne vivra que par l'idée que nous nous faisons de lui. À nous de le vivifier, de vivifier le Cameroun, de le rendre toujours plus beau et plus fort, de ne pas nous laisser arrêter par la forme que lui donnent les circonstances historiques, car cette forme passe, mais l'idée même du Cameroun doit demeurer et son ambition doit être la nôtre. Vivre ensemble, c'était l'idéal que Ruben Oumniobé, reprenant l'héritage de Martin-Paul Samba, de Douala Mangabel, de tous ces premiers résistants, ceux qui ont combattu contre les Allemands, a transmis à Ndé Toumaza. Et de partout ont afflué des hommes, des femmes, des enfants, au sein d'Afana, dont nous commémorons ces jours-ci le cinquantenaire de l'assassinat dans la forêt de l'Est de Cameroun. Quelqu'un me disait tout à l'heure, au sein d'Afana, quel nationaliste, mais combien de fois oublié. Oui, au sein d'Afana était un très grand nationaliste. Oui, ils ont convergé de toutes parts pour mettre poteau après poteau, fil après fil, cette idée en forme visible et palpable, touchable, à travers les guerres et les crises, à travers toutes ces péripéties de l'histoire qui ont frappé le Cameroun, cette pensée n'a cessé de grandir, de rayonner, de prendre forme. Et là où le chaos aurait pu triompher, la civilisation a toujours triomphé, la civilisation l'a toujours emporté. Nous avons accédé à l'indépendance après l'esclavage, après la colonisation, la guerre pour la décolonisation. Nous avons pris part aux deux grandes guerres qui ont déchiré l'humanité et dont les victoires successives ne nous ont jamais été dédiées. Mais nous savons quel fut notre rôle, notre part dans ces victoires. Nous sommes les héritiers de toute cette histoire. Pas les héritiers de la défaite, mais les héritiers de la victoire. Nous sommes, mes chers concitoyens, les héritiers de ces deux déflagrations qui auraient dû jeter la nuit sur le monde entier. Nous n'avons jamais déclaré de guerre à quiconque, mais nous avons combattu pour la libération de l'humanité. Et rien donc ne devrait engloutir ce pays, même pas les atermoiements d'un régime qui refuse de dialoguer aujourd'hui avec ses propres concitoyens. Même pas l'orgueil des hommes et des femmes qui pensent qu'après eux, ce sera le chaos total, que le Cameroun n'existera plus, qui sera effacé de la surface de la terre, ce qui justifie que on ait laissé partir ceux qui ont spolié le Cameroun du fruit de la sueur de leur front. Je le redis, le Cameroun appartient aux Camerounais de génération en génération, quel que soit ce que l'on fasse, quel que soit ce que l'on puisse dire, le Cameroun appartient aux Camerounais de génération en génération. C'est pour cela que je vous appelle à nous unir à nouveau comme par le passé, comme l'ont fait les pères de nos pères, comme l'ont fait nos pères, pour surmonter l'épreuve dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui, c'est-à-dire la division
dans l'extrême nord du pays avec Boko Haram, les enlèvements, les massacres dans les zones anglophones de notre pays. Nous devons nous unir à nouveau. Nous devons nous unir à nouveau pour que triomphe l'héritage que nous ont légué nos pères. Parce que nous ne devons pas laisser la violence s'imposer à nous. Le désir de fraternité doit être plus fort que la vengeance et la haine. Personne ne doit humilier l'autre au nom d'une volonté de division qui anime quelques-uns dans notre pays. Ce fut la lucidité des pères fondateurs et de transformer la séparation de 1918 en en coopération fraternelle ou alors en rivalité pacifique, si vous voulez, en appelant à la réunification de deux parties du Congo séparées par ceux qui n'avaient pour unique souci que leur bien-être, celui de leur continent, l'Europe, celui de leur peuple, les Européens. La réunification projetée par les accords dits de Fuman de 1961, c'était les retrouvailles, la promesse de paix contenue dans notre devise, la prospérité, la liberté. Voilà. Quand une partie de notre territoire nous a été abusivement enlevée pour être rattachée au Nigeria voisin, c'est tous, anglophones comme francophones, femmes, hommes, enfants, qui portaient le deuil, car c'en était un. Oui. Nous avons perdu une partie de notre territoire parce que nous n'avions pas de grands juristes à l'époque. Parce que nous ne savions pas nous défendre dans la langue et les techniques des autres. Les mots que j'emploie ici ne sont pas abstraits. Ces mots-là portent une réalité. C'est une réalité, c'est une réalité que nous pouvons voir, que nous pouvons vérifier tous les jours. En faisant de la Genèse au fer de lance de la nation, les pères de l'indépendance, les pères de la réunification voulaient transmettre un souffle de liberté, de quête sans cesse de l'unité. Ils voulaient que nous transformions leurs rêves en réalité. Pendant un très long moment, la presqu'île de Bakassi nous a été enlevée aussi. Quand nous l'avons retrouvée, elle rejoignait le projet de nos pères, porté de génération en génération. Nous faisions de ce projet une réalité. Voilà le souffle de l'espoir, le souffle que nous ont transmis nos parents, que les égoïsmes individuels veulent aujourd'hui anéantir. Le 10 octobre 2002, quand la Cour internationale de justice de la Haye a tranché en notre faveur, elle ne faisait que réparer un tort de l'histoire. Elle ne faisait que réhabiliter ce qui a été commencé en 1840. Certains pourraient aller beaucoup plus loin, mais moi je parle toujours de l'État-nation moderne dans notre pays. Je ne doute pas un seul instant qu'à l'intérieur de notre pays, il y ait des hommes, des femmes qui s'interrogent sur ce que tout cela apporte à notre pays. Bien évidemment, quand on ne voit pas les résultats, on peut se poser des questions. Mais notre pays n'est pas notre pays s'il manque un bout, s'il nous manque un bout de son territoire. Je suis aussi conscient qu'un pays, ce n'est pas seulement son histoire. Et c'est ce que le gouvernement du Premier ministre Yan Philemon refuse de comprendre. Le peuple demande autre chose aujourd'hui. Il demande la réalisation de la promesse inédite d'émancipation, contenue dans l'idée même que nous nous faisons d'un pays, d'une nation et d'un État. On dit toujours que Martin-Paul Samba, au moment d'être fusillé, a dit aux Allemands, vous pouvez me tuer, mais vous n'aurez jamais le Cameroun. Vous n'aurez pas l'âme du Cameroun. Et c'est les mêmes mots que va reprendre Wabo, le courant au moment d'être exécuté en Consamba. Sans doute alors, ceux qui nous gouvernent et le président Biya en tête ne voient plus ce Cameroun rêvé par les pères fondateurs. Ils ne voient plus qu'un Cameroun soumis à leur personne, à leur désir, dépourvu de tout rêve. Ce n'est pas cela un pays. Et je ne cesserai jamais de le dire. Le Cameroun, ce n'est pas ça. Le Cameroun, c'est un rêve, une projection. Il est aussi une réalité qui s'exprime par ces peuples. Et ces peuples-là n'évoluent pas à l'abri du reste du monde. Nous devons
nous soucier de notre sécurité et non la mettre entre les mains d'autres. C'est-à-dire que nous ne devons pas attendre que ce soit les autres qui viennent nous défendre quand nous sommes en difficulté. Nous devons nous soucier de notre économie. Ce n'est pas aux autres de fixer le cap pour nous. Le projet Cameroun de nos pères n'est pas une mission de quelques-uns qui pensent pouvoir coudre fil d'emprunt sur fil d'emprunt les coutures déchirées par des années de mésentente, de passion et d'égoïsmes individuels. Non, non, non. L'enjeu vital est aujourd'hui là, mes amis. Nous devons faire sauter les digues linguistiques et tribales qui nous opposent les uns aux autres. Nous devons aller vers un Cameroun uni et fier de sa diversité linguistique. Nous devons, ne nous exposons pas aux bourrasques indépendantistes qui émiettent les territoires pour créer des espèces de seigneurs de la forêt un tout petit peu partout, sur des bouts de territoire sans consistance, sans avenir pour les tribus qui y vivent. Mais non, ces idées vieillottes et dépassées ont un nom. Le tribalisme, la protection des coutumes, dont le repli identitaire, le repli sur soi. Ces idées qui, tant de fois, ont allumé des brasiers dans chacun des coins de notre pays. Nous ouvrons les yeux, mes amis. Ouvrons grand les yeux pour voir les dommages causés par les guerres tribales dans notre pays. Vous avez vu ce que les Bororo ont subi dans leur conflit avec les Bamoun. Vous savez les conflits qui ont opposé les Tikars avec les Bamileke. Vous savez ce que cela a donné. Mes chers amis, nous ne devons pas laisser périr notre pays. C'est justement parce que nous sommes une nation à multiples coutures que nous devons nous souder, que nous devons nous mettre debout. Les revoici donc sous des habits neufs encore ces derniers jours, ceux qui veulent nous opposer les uns aux autres. Ils se disent légitimes parce qu'ils exploitent le cynisme qu'ils ont créé au sein de notre société. Mes chers concitoyens, moi, je pense que nous sommes beaucoup plus grands que ça. Nous pouvons faire mieux. Nous pouvons taire les passions tristes de ce pays qui sont entretenues par les élites au pouvoir. Oui, nous pouvons les taire pour orienter le Cameroun vers autre chose. Oui, c'est à nous d'éloigner l'inconscience qui fait qu'aujourd'hui, certains prennent les armes contre leurs propres compatriotes. C'est dans le raisonnement que nous allons créer une prise de conscience collective, signe et preuve logique que ceux qui veulent nous diriger, ceux qui veulent nous enfermer, ont échoué. Il y a bien longtemps que nous avons oublié de défendre le Cameroun et son idée, de défendre le Cameroun et sa réalité. Il y a bien longtemps que nous nous sommes éloignés de la réalité de notre pays, parce que nous avons oublié de proposer pour le Cameroun. Et nous disons aujourd'hui qu'il faut véritablement qu'on apprenne à s'exprimer. Nous avons laissé le doute s'installer chez les plus optimistes d'entre nous. Ceux qui hier se sont battus pour l'unité du pays sont aujourd'hui ceux qui prennent les armes pour que le pays soit divisé, pour la partition. Que disent nos peuples aujourd'hui? Que disent ceux qui veulent nous opposer? Que chantent-ils à nos populations? Que eux, ils ont la solution. Ils sont la solution à tout. Ils sont la solution. Que eux, ils construisent. Ils sont la paix. Mais quelle paix sont-ils? Ils font face à quels défis? Tous les défis qui nous attendent sont là devant nous. Le premier défi, c'est la déconcentration de l'État dans lequel nous vivons. C'est la décentralisation de nos institutions. C'est l'industrialisation. C'est la mutation de l'école de demain. C'est la transition numérique. C'est le défi écologique en passant par les migrations, le terrorisme. Tout ça, ce sont les défis que nous avons à relever. D'abord sur le plan national, ensuite sur le plan international. Et nous ne pouvons faire face à ces défis
que si nous sommes une nation, pas un État morcelé. Ceux qui prennent la partition d'une partie de notre pays, ils mentent au peuple. Moi, je vous le dis, ils mentent au peuple. Mais nous avons laissé faire tout cela parce que nous n'avons pas pris notre bâton de pèlerin pour sensibiliser. Nous n'avons pas dit au gouvernement la vérité. Voilà. Ne nous exposons pas à ces dérives. Nous avons trop laissé s'installer dans notre pays une bureaucratie impuissante. Sous le prétexte de la paix qu'ils nous ont vendue, nous avons vendu la précarité, nous avons vendu le vent, nous avons donné la misère, nous avons donné la misère à nos populations. Mes amis, la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui ne nous permet plus de garder les mêmes habitudes, de garder le silence, de voir les populations sortir uniquement pour applaudir les politiques qui les enterrent. Nous ne pouvons pas davantage choisir la voie du repli ethnique qui serait un naufrage collectif. Nous ne devons pas, mes chers amis, nous ne devons pas nous laisser intimider par l'intuition, par l'illusion du repli. Et c'est en refusant le mensonge que nous serons à la hauteur de notre époque, de son urgence, de sa gravité. Le gouvernement actuel doit nous entendre et nous devons convaincre le peuple du bien fondé de notre action et de nos idées. La seule voie qui assure notre avenir, celle dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est à nous seuls de la tracer. C'est la refondation du Cameroun. Et je le dis, un Cameroun déconcentré dans ses institutions et décentralisé dans sa gestion. Un Cameroun souverain, uni et démocratique. Ayons ensemble l'audace de frayer ce chemin. Comme je l'ai assumé à chaque instant devant vous, à chaque prise de parole, je le dis aujourd'hui avec une conviction intacte, le Cameroun tel qu'il est aujourd'hui n'est viable pour personne. Il y a trop d'inégalités, il y a trop d'injustices. Le Cameroun est trop centralisé, donc trop faible, trop lent dans la prise de décision, trop inefficace. Mais le Cameroun seul peut nous donner une capacité d'action dans le monde face aux grands défis contemporains. Le morcellement, l'émiettement ne servent à rien. C'est une impensée, c'est-à-dire une incapacité à proposer des solutions viables qui produisent ce type de déviance, que personne ne saurait ni accepter, ni assumer et encore moins mettre en pratique. Il n'y a pas de place pour la cohabitation de deux États du Cameroun aujourd'hui en Afrique et dans le monde. Quand nous regardons autour de nous, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons les peuples s'unir, on ne voit pas les peuples se diviser. Le Cameroun seul peut, en un mot, assurer une souveraineté réelle, c'est-à-dire notre capacité à exister dans le monde actuel pour y défendre nos valeurs et nos intérêts. Il y a une souveraineté camerounaise à construire et il y a la nécessité de la construire. Pas seulement cette souveraineté, mais, comment je vais vous dire ça? Un développement harmonieux qui tient compte de la singularité qui est la nôtre dans cette partie du monde, dans le golfe de Guinée. Pourquoi? Parce que ce qui constitue, ce qui forge notre identité profonde, cet équilibre de valeurs, ce rapport à la liberté, à la solidarité intergénérationnelle, pas dans les mots, mais dans les faits. C'est ce que 35 ans de pour le libéralisme communautaire n'a pas compris et ne peut plus comprendre. Mes chers concitoyens, je voudrais vous dire que nous devons construire un nouveau rapport aussi à l'économie de marché et à la justice sociale.
Donner la possibilité au génie de nos jeunes de s'exprimer. Dans aucun pays au monde, on ne saurait avoir une seule personne qui cumule autant de fonctions. Vraiment, je cite en vrai. Comment peut-on être ambassadeur du Cameroun au Gabon, en France, ministre et directeur du cabinet civil? Comment peut-on être ambassadeur du Cameroun au Gabon, ambassadeur du Cameroun au Royaume d'Espagne, délégué général à la Sûreté nationale? Comment peut-on être ministre de l'eau et de l'énergie en accompagnant le chef de l'État en Chine et diriger la SCDP? Vous pouvez multiplier les exemples comme ça. Moi, j'ai pu répertorier 270 postes comme ça, cumulés dans notre administration. Je ne parle pas de ceux qui sont vacants, mais ceux qui sont cumulés. Nous ne devons pas continuer comme ça. Et s'il faut descendre dans la rue, mais nous descendrons dans la rue pour nous faire entendre les autorités de notre pays. Monsieur le Président de la République, vous devez écouter enfin les Camerounais. Leur cri est un cri de cœur. C'est un cri patriotique. Et donc, au lieu de concentrer toute notre énergie sur des divisions internes, adresser les Camerounais les uns contre les autres, comme nous le faisons maintenant depuis trop longtemps, au lieu de perdre du temps dans des débats inutiles et dans des guerres internes, au lieu de vouloir opposer à chaque instant les Camerounais les uns aux autres sur des problèmes de langue et de coutumes et de tribus, c'est un nouveau contrat social dont nous avons besoin. Le conflit aujourd'hui au Cameroun n'est pas entre les anglophones et les francophones. Il y a effectivement un malaise anglophone au Cameroun, mais ce n'est pas un conflit qui oppose des ressortissants d'expression anglaise à ceux d'expression française. Il n'est pas politique, ce conflit. Il est social. Parce que personne n'a jamais eu le courage de vous le dire, Monsieur le Président de la République. Le Cameroun va exagérément mal. Face à chacun de ces enjeux, nous voulons désormais engager des actions concrètes. La première, c'est le fondement de toute communauté politique, c'est-à-dire la sécurité. Nous vivons dans un pays où personne n'est plus en sécurité. Les forces de l'ordre et les polices, les différentes polices, se confondent aux tueurs la nuit venue. Ils encerclent le domicile d'un ancien ministre, le GSO encercle le domicile d'un ancien ministre, mais le jour levé, la même police n'est plus capable de nous dire où il est parti. Pourquoi un tel désengagement? Vous pouvez me dire pourquoi un tel désengagement? Nous nous sommes exposés au terrorisme de manière durable et permanente dans l'extrême nord depuis des années, à tel point que ce phénomène tend déjà à faire corps avec les populations de Kousséri, de Kaélé, de Maroua. Des villages entiers se sont vidés de leur population sans espoir de retour un jour. Nous ne sommes pas convaincus qu'à Yaoundé, vous ayez, Monsieur le Président de la République, pris conscience de ces fragilités et de la nécessité d'agir ensemble, c'est-à-dire de rassembler enfin les Camerounais pour ce combat-là. En matière de défense, si nous saluons le dernier déploiement de nos forces de l'ordre et de sécurité, il est urgent de rassurer nos hommes en tenue afin de ne pas faire une armée d'officiers généraux au détriment d'une armée d'hommes et de femmes de troupes. Monsieur le Président de la République, il faut aller plus loin
en matière de défense nationale. Il nous faut une culture stratégique de défense dans la sous-région. Nous devons apprendre à agir ensemble. Notre incapacité à agir ensemble de façon convaincante met en cause notre crédibilité ici en Afrique centrale, à protéger notre population. Nous avons pourtant les mêmes cultures, les mêmes cultures parlementaires, même culture historique, même passé, même culture politique. Nous avons même les mêmes sensibilités de part et d'autre. Qu'est-ce qui ne va donc pas? Je propose dès à présent d'essayer de construire cette culture de rapprochement, une culture d'initiative commune. C'est possible si la volonté politique y est. Mes chers amis, mes chers concitoyens camerounaises, camerounais, pour créer ce rapprochement, nous avons déjà ce qu'il faut. Nous avons l'école de guerre, nous avons l'EMIA, nous avons l'école supérieure de police elle-même à côté. Cette école, ces différentes écoles ont pris l'habitude déjà d'accueillir les ressortissants d'autres pays. Et il faut simplement aujourd'hui que la sous-région soit dotée d'une force commune d'intervention, d'un budget de défense commun et d'une doctrine commune pour agir. Nous devons étendre cette culture commune dans la lutte contre le terrorisme à nos services de renseignement. C'est possible, si nous le voulons, pour notre sous-région et pour la sécurité de nos populations. Une sous-région Afrique centrale qui s'unit pour protéger, intervenir, sauver des vies, c'est une sous-région Afrique centrale qui retrouve le sens de cette fraternité que nous avons placée en son centre, qui sort de l'incantation pour agir concrètement et démontrer la force de l'action collective. Vous qui vous joignez à nous, je vous invite à inviter d'autres à se joindre à nous dans ce débat. Bonjour Fabien, bonjour Karine, Armand, Michel, Joseph, Jean-Stéphane, Alex Sioué et les autres. Je vous invite à élargir cet horizon pour que nous soyons nombreux à participer à ce débat. J'étais en train de vous dire qu'une sous-région Afrique centrale qui s'unit pour protéger, intervenir, sauver des vies, c'est une sous-région Afrique centrale qui retrouve le sens de cette fraternité que nous avons placée en son centre. Assurer notre souveraineté, c'est pour moi la deuxième clé. Après avoir parlé de la sécurité, il faut maintenant assurer notre souveraineté à l'échelle de la sous-région. C'est maîtriser nos frontières en préservant nos valeurs. Je n'ai pas toujours été d'accord avec mes collègues, Okoudé Boudé et les autres qui ont une drôle de conception de nos frontières. Moi, je salue l'effectivité de la libre circulation des hommes et de leurs biens dans la sous-région, mais je pense que beaucoup reste à faire, notamment au niveau de l'harmonisation du droit du travail, ici comme chez les autres. On ne peut pas encourager la libre circulation s'il n'y a pas une harmonisation du droit du travail. Si vous voulez travailler au Gabon, il faudrait qu'il y ait une lisibilité pour ne serait-ce qu'assurer votre retraite. Que si par exemple vous êtes Gabonais et que vous allez travailler en Guinée équatoriale, il faudrait que au terme de votre travail, si vous retournez au Gabon, que vous puissiez percevoir votre retraite et cette retraite-là sera payée comment? Tout cela doit être harmonisé et il faut que les juristes travaillent, les spécialistes du droit du travail dans la sous-région se mettent ensemble pour travailler. Parce que vous voyez, pour moi, le Cameroun n'est pas une île. Et quand on l'a dit,
on comprend aussi que la zone CEMAC ne l'est pas non plus. Nous sommes là et notre destin est lié à celui des pays de la CEDEAO, dont le plus proche de nous est le Nigeria. Face à ce défi, c'est là aussi au niveau de la sous-région que nous devons répondre. Ce n'est qu'avec la sous-région que nous pourrons efficacement protéger nos frontières, accueillir dignement les populations qui vont d'un pays à un autre, parce que c'est notre culture et c'est une richesse. Accueillir, c'est intégrer réellement. Mes amis, nous ne pouvons pas demander à l'Europe de nous laisser nos richesses et laisser la Chine s'en emparer sans aucune contrepartie. Comme disent mes enfants, c'est quoi le BINS? Tant que nous laisserons ce que nous appelons nos partenaires nous submerger, ce ne sera pas de la coopération. Ce sera une autre forme de colonisation. Cette fois, ce sera une colonisation économique et une colonisation culturelle. Dans les années qui viennent, l'Afrique centrale doit assumer son développement économique par une réelle indépendance intellectuelle. En matière de politique étrangère dans la sous-région, et pour moi, c'est là la troisième clé. À la fois, nous avons parlé de la sécurité, de la souveraineté, et maintenant, au niveau de la politique étrangère, il nous faut assumer notre développement. Dans le processus d'industrialisation de la sous-région, nous devons avoir ce que j'appelle des investissements croisés dans la sous-région. Sur l'éducation, la santé, l'énergie, l'écologie. Si l'Afrique centrale ne va pas dans ce sens, croyez-moi, d'autres le feront. Et si d'autres ne le font pas, nos populations en subiront les conséquences dans les différents domaines que j'ai cités. Ce n'est pas une prophétie, c'est comme ça que le monde marche. La quatrième clé de notre souveraineté, c'est d'être capable de répondre à la première des grandes transformations du monde, c'est-à-dire la transition écologique. Cette transformation complète révolutionne notre manière de produire, de redistribuer, de nous comporter. Regardez dans quel état se trouvent nos forêts. Nous devons reboiser. Il n'est pas normal que nos forêts soient décimées comme elles le sont en ce moment. Que notre écosystème soit en perdition permanente et qu'aucune voix ne se lève pour dire non. Nous en avons assez. Et mes amis, je vous garantis que ce n'est ni la COP 21, ni la COP 22, ni même la COP 50 qui feront le job à notre place. Le bassin du Congo doit être préservé. Il est à nous, et non pas au beau discours et au meilleur regard des autres. Vous pensez que qui est-ce qui doit protéger le bassin du Congo? C'est nous-mêmes. Qui doit protéger notre écosystème? C'est nous-mêmes. Qui doit reboiser nos forêts? C'est nous-mêmes. Nous devons construire des routes et c'est elles qui vont transformer nos transports. Ce n'est pas l'inverse. Plus nous aurons des routes praticables, mieux seront les transports et non le contraire. Nous devons transformer nos logements afin qu'ils correspondent au climat local. Pour cela, il faut investir et inciter puissamment à cette transformation en invitant nos ingénieurs et nos architectes à innover, à inventer. Regardez par exemple pour ceux qui sont à Yaoundé, ce qui se passe avec l'immeuble interministériel ou ce qui se passe même avec l'ancien immeuble de la mort, qu'on appelle l'immeuble de l'émergence, qui tombe en ruine moins de 2 ans après sa réception. Parce qu'il n'y a pas la maintenance. C'est un produit purement chinois, et qui dit produit chinois dit produit Shintok. Il y avait des architectes au Cameroun qui auraient pu rénover ce bâtiment. Nous ne devons pas être payés pour accueillir les déchets des autres. Ça aussi, c'est quelque chose que je voudrais vraiment aborder avec vous. Nous ne sommes pas outillés pour le traitement des déchets industriels, sinon l'enfouissement, c'est-à-dire l'empoisonnement de notre sous-sol.
Et qui dit empoisonnement de notre sous-sol, dit empoisonnement de notre nappe d'eau. Est-ce que c'est vraiment ce que nous voulons pour nos populations? Alors qu'il nous manque déjà de l'eau, nous voulons à nouveau empoisonner le peu d'eau que nous avons. Nous devons intensifier les recherches sur les énergies renouvelables, sur l'énergie solaire. Ce soleil que les autres nous envient doit constituer une richesse et non demeurer synonyme de sécheresse et de famine. Un pays, un peuple ne se développe que sur l'ambition. Les ambitions de ce jour sont les succès de demain. Quand vous envoyez un enfant à l'école, c'est pour en faire un homme demain. Il trouvera du travail. S'il n'a pas été à l'école aujourd'hui, il ne trouvera pas le travail demain. Nous devons nous transformer, y compris dans notre alimentation. C'est la manière de manger, ce que nous mangeons. Les recettes de nos mamans ne sont même pas fixées par l'écriture. Et nous n'apprenons pas nous-mêmes à faire à manger, à nos femmes à faire à manger, ou à nos garçons à faire à manger. Vous pensez que demain, ils vont vivre de quoi? Ils seront nourris par d'autres. Donc, ils seront obligés d'aller chercher à manger ailleurs. Ils seront obligés de manger ce qui leur aura été imposé par d'autres. Mes chers amis, est-ce que c'est vraiment ce que nous voulons? C'est à nous aujourd'hui, à nous seulement, pas à d'autres, de répondre à ces questions-là. Elles sont fortes, elles sont permanentes, elles sont nécessaires. Mes amis, l'autre défi, c'est le défi agricole. Nous devons sans tabou nous poser les bonnes questions. Avons-nous une politique alimentaire et agricole dans notre pays, voire dans l'ensemble de la sous-région? Protégeons-nous vraiment le monde agricole, le monde des éleveurs? La politique agricole ne doit pas être une politique de distribution de machettes, de houes, de pelles, de brouettes. La politique agricole doit être la transformation de nos forêts primaires en forêts secondaires, afin qu'elles soient adaptées à l'industrialisation, c'est-à-dire à l'agriculture industrielle. Le reste, c'est du vaudou, c'est du mensonge. On dit qu'on a créé des usines de tracteurs, mais les tracteurs vont travailler où? Ils vont couper les baobabs dans la forêt. Tout le monde sait qu'il n'y a pas d'espace pour ce type d'engin aujourd'hui dans notre pays. La politique agricole dans notre pays et dans la sous-région doit permettre de faire vivre dignement les agriculteurs de leurs revenus en les protégeant face aux aléas du marché et aux grandes crises. Elle doit, la politique agricole, les aider à évoluer pour construire une agriculture plus responsable. Il n'est pas normal que l'agriculteur soit condamné à travailler la terre toute sa vie en crevant la dalle, et ce jusqu'à la mort. Les politiques, oui, pour moi c'est aux politiques d'accompagner cette transformation. La politique doit être instrument de la transition agricole, le levier de notre souveraineté face aux grands défis de la mondialisation, c'est-à-dire la politique de redonner une vitalité, une ambition à nos villages, à nos territoires agricoles, un sens de vie à ceux et celles qui choisissent le travail de la terre comme métier. Moi, je le dis sans aucun complexe, ni de supériorité, ni d'infériorité. L'agriculture, telle qu'elle se pratique aujourd'hui, est un assassinat programmé des agriculteurs, de nos paysans, et une assurance tout risque pour la famine demain. Est-ce que c'est vraiment ce que nous voulons? La cinquième clé pour moi, pour notre souveraineté, passe par la maîtrise du numérique. L'économie
numérique englobe les activités économiques et sociales qui sont activées par des plateformes telles que les réseaux Internet, les téléphones mobiles et les capteurs, y compris le commerce électronique. La contribution totale de l'économie numérique sur la croissance des pays est composée d'un effet direct via l'accumulation du capital numérique et l'effet indirect mesuré par la diffusion du capital numérique dans le système productif. Nous n'arrivons pas encore à bien calculer tout cela chez nous. Bon, mais il faut savoir que tout cela est en plein essor. L'économie numérique est un secteur stratégique de l'économie et sa contribution à la croissance de l'État est non négligeable. Au Cameroun, le numérique représente encore 0,002% de la valeur ajoutée créée et son poids dans la contribution à la croissance économique est insignifiant pour le moment. Mais ce défi que nous avons à relever est donc celui d'une transformation profonde de nos économies, de nos sociétés, de nos imaginaires même, depuis le téléphone jusqu'à l'ordinateur en passant par le poste téléviseur que nous avons à la maison. Ce sont des instruments de travail, d'enrichissement et non de divertissement permanent et de chamaillerie d'un autre genre. Le numérique doit se développer en respectant la vie privée, la liberté des uns et des autres, la solidarité entre nous, la solidarité intergénérationnelle, la sécurité des hommes et de leurs biens. Je regarde, par exemple, ce qu'il a fait en 20 ans dans la transformation du numérique. Et je me dis, nous sommes capables de suivre et d'innover aussi ici au Cameroun et en Afrique centrale. Le numérique est le continent du futur, un continent à la fois visible et invisible. Aucun peuple ne peut aujourd'hui se soustraire du numérique. Maintenant, je vais parler d'une autre souveraineté, d'une autre clé de notre souveraineté. C'est la puissance économique et industrielle, c'est la puissance monétaire. Je sais que beaucoup m'attendent là-dessus. Je veux simplement dire que aucun peuple, aucun village, aucune famille ne se développe si chaque fois qu'il a des étrangers, il va toquer chez le voisin pour demander gîte couvert. Donc, nous sommes appelés à aller vers une monnaie qui nous soit propre. Mais pour cela, tout ceci passe d'abord par la maîtrise de notre économie et de notre industrie. La monnaie, pour moi, est le premier instrument d'un nouvel ordre économique et social dans notre pays et dans la sous-région. Vous qui m'interrogez là-dessus, je suis tout à fait disposé à y revenir dans mes prochaines interventions. Mes chers amis, je veux dire que pour arriver à une souveraineté économique, industrielle et monétaire, il nous faut beaucoup de solidarité. Et qui dit solidarité dit aussi responsabilité accrue. Et cette responsabilité accrue commence par le respect des règles que nous nous sommes données et la mise en œuvre des réformes indispensables. Mes chers amis, chers compatriotes, moi, j'appelle à la construction d'un Cameroun de solidarité. Quand je dis solidarité, elles sont au pluriel, donc des solidarités qui unissent à un Cameroun juste, protecteur et ambitieux. Et le ciment le plus fort de l'unité nationale est pour moi et demeure la culture et le savoir. Ce pays est un pays des savoirs. Il suffit simplement d'ouvrir les yeux, de les ouvrir grands. Nous devons donner les moyens
nous devons nous donner les moyens. Et en nous donnant les moyens, nous allons combattre la barbarie et la chienlit qui s'installe chaque jour dans notre espace public. Cette chienlit et cette barbarie qui veulent coloniser la mentalité de nos enfants. La différence entre les 256 tribus qui habitent et enrichissent cet espace de notre pays n'est qu'une fragmentation superficielle. Elle est en fait notre meilleure chance. Et au lieu de déplorer le foisonnement de nos langues, nous devons en faire un outil, un atout. Le Cameroun doit être cet espace où chaque étudiant devra parler au moins 4 langues locales parce qu'on aura su déplacer les grandes écoles pour les disperser dans l'ensemble du territoire national. C'est cela l'unité nationale, c'est cela la déconcentration et c'est cela la réalité de la décentralisation. Je propose depuis des années l'éclatement de l'ENAM en 6 écoles autonomes, réparties sur l'ensemble du territoire national. Je demande qu'au sein des universités, les étudiants ne soient plus amenés à, ne soient plus obligés de faire tout leur cycle dans la même université. Nous devons donner la chance à nos étudiants de se déplacer à l'intérieur du pays. On peut par exemple faire sa licence à Yaoundé et être admis à faire sa maîtrise à Maroua, à faire son PhD à Ngaoundéré, à faire son MBA à Bamenda. C'est comme ça que on va s'acclimater au pays, qu'on va connaître, qu'on va toucher les réalités du pays du doigt et on connaîtra ce pays dans lequel on voudrait vivre, dans lequel on voudrait élever ses enfants et surtout dans lequel on voudrait travailler. À quoi donc va ressembler le Cameroun de l'après-Biya? C'est maintenant que nous devons le penser et le mettre en place de son vivant, pas quand il sera mort. Le président Biya doit voir à quoi va ressembler le Cameroun après lui. Il faut qu'il sache à quoi va ressembler le Cameroun après lui. Ce travail-là, c'est le travail de tout le monde. Les partis politiques, les associations, les chercheurs, les journalistes. C'est à nous de faire ce travail, de faire des propositions. Nous devons rêver ensemble. Nous devons nous projeter ensemble. Nous devons rêver ensemble de l'avenir que nous voulons. Je vous appelle, oui, je vous appelle tous les jours. Soyons cette ambition que nous portons. Ayons tous ensemble le courage de construire le Cameroun. Moi, c'est mon message. C'est le message que j'envoie au gouvernement camerounais. C'est le message que j'envoie au Premier ministre Yan. C'est le message que j'envoie au président Biya et à vous, peuple du Cameroun. C'est aujourd'hui, tous ensemble, que nous devons nous mobiliser pour construire notre pays. Merci.